J'ai soumis votre cas d'infertilité. Voilà. Merci. Et je pense qu'on a trouvé la solution. Ah. On avançait dans ce projet sans réussir à le financer. Donc du coup, on a fait des cours, on a fait d'autres choses, on a eu l'opportunité, enfin on a répondu à l'appel à projet à conditions légères en Belgique qui nous a permis de faire une vie d'aimante. Et du coup, une fois qu'on a fini une vie d'aimante, on avait vraiment envie de retourner sur ce projet-là, qui je pense aussi était plus compréhensible à la lecture pour les personnes qui avaient vu une vie d'aimante. Je pense que le passage au long pour nous était pas... On a fait beaucoup de courts-métrages, on en a fait 8. Enfin 7 en tout cas avant de faire une vie d'aimante, et je pense que c'était pas évident pour les commissions, pour les financiers de voir un peu ce que ça allait donner, ce qu'on faisait en cours en long, c'était peut-être pas très rassurant. Et une vie d'aimante, vu que c'était un financement tout à fait particulier, nous permettait de, sans que les gens mettent beaucoup d'argent sur le projet, qu'on puisse montrer comment c'était possible sur un format d'1h30, quoi. Vous devez retrouver toutes les personnes avec lesquelles vous avez eu un rapport sexuel dans votre vie et vous devez accomplir à nouveau un acte sexuel avec toutes ces personnes. Voilà. Ce qui s'est passé pour nous, c'est comme la pandémie a énormément retardé la sortie d'une vie d'aimante. Nous, on était finalement assez avancés sur le développement du syndrome des amours passés. Et il y a eu, je pense, un effet de timing après, où quand une vie d'aimante était découverte, nous, on était en train fort avancé dans le développement de celui-là. Et que du coup, les projets ont pu fort bien se répondre, quoi. Avec tout cela, t'as vraiment... Attends. Bah, c'est pas que je trouve que c'est vraiment beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Hein. J'aime beaucoup les premières scènes de discussion entre Rémi et Sandra sur les listes des ex et les découvertes de leurs histoires. Voilà, tout ce dont on parle pas en général quand on sort avec quelqu'un depuis longtemps, mais pas assez pour se connaître à fond. Et puis peut-être même qu'on n'en parle jamais quand même. Tout ce que brasse le film nous intéresse, sur la question de comment faire couple, comment faire famille, comment inventer parfois des choses qui nous ressemblent, enfin, peut-être essayer de trouver une façon d'associer sa singularité propre à sa façon de faire couple ou de faire famille. Et en même temps, on est assez amateur de fantasy comedy, enfin, ces comédies qui existent beaucoup outre-Atlantique, un peu moins ici, où il y a une forme d'événements un peu fantastiques, fantaisistes au départ, qui lancent un peu toute l'histoire et tout le burlesque de la situation. Il y a un exemple qu'on cite ici, c'est Hibernatus. C'est un petit peu ce postulat-là, quoi. Il me semble que dans Hibernatus, il y a ce médecin qui dit qu'à coup de réchauffements successifs, ils ont réussi à ranimer la personne qui était enserrée dans les glaces depuis des dizaines d'années, et qu'on a un peu voulu faire un projet. Que le postulat de départ ressemble un peu à celui-là, dans cette ligne-là. Où... Oui, où le gynécologue vient dire on était en congrès à Seattle. Enfin, il amène des éléments un peu absurdes comme ça qui sont soi-disant scientifiques, avec ses colocs et ses collègues et ses Danois. Enfin bon, voilà, c'est un peu de cet ordre-là, quoi. Tu vois, regarde ma liste, quoi, 3 personnes, il n'y a pas de quoi fanfaronner. Bon, écoute, viens, on laisse tomber, vous adoptez, et puis voilà. Ah non, mais qu'est-ce que tu veux dire, on vous adoptez, c'est bon. Dans la résolution du film, il y a quelque chose auquel je suis assez sensible sur le fait qu'en fait, on fabrique autant des enfants que des parents. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Donc c'est comme disait l'autre, faites des parents, pas des enfants. Mais eux, ils font des parents et des enfants, sans être forcément dans le cadre, disons, biologique de la famille. J'ai l'impression que je me suis vraiment attachée à cette trajectoire des deux personnages, à cette espèce de bascule de la confiance qui fait comme ça, quoi, qui change de camp. J'ai l'impression que tous les cinéastes cherchent un peu leur ligne de crête entre le naturel et l'artificiel, et que chacun le fait un peu à sa manière, et que nous, il y a des endroits où la naturalité nous intéresse beaucoup, par exemple dans la manière dont les gens se parlent. Par contre, il y a plein de trucs où faire des choses vraisemblables nous ennuie. Dans Une vie d'aimante, par exemple, on n'avait pas du tout envie de faire des vrais cabinets de médecins ou des vrais bureaux de banquiers. On se disait de toute façon dans la fiction c'est toujours du code ces moments-là, donc proposons un code qui est un peu décalé. De toute façon c'est un petit contrat avec le spectateur ces moments-là. Qu'on soit dans un film plus classique où un acteur porte une blouse blanche et un stéthoscope, mais l'acteur c'est quelqu'un de très connu, donc on sait très bien qu'il est en train de jouer un médecin qui n'en est pas réellement un. Il y a toujours un endroit de connivence avec le spectateur et on sait que c'est un code. Donc on a voulu s'amuser un peu comme ça. Et puis là, je pense que c'est un peu pareil. Il y a des choses qu'on a voulu faire à notre idée. Can I sleep with you, c'est ça que t'écris? Ah ouais, non mais hyper direct. Bah c'est simple, tu te tapes mon mec, je me tape le tien. Hein? Dans le long processus de répétition qu'il y a eu, qui s'est étalé sur 1 an et demi, il y a eu
une grande période au début où c'était juste Lucie Debay et moi, puisqu'on a travaillé sur le couple. Puis après, ils ont commencé à préciser, puisque chacun des deux membres du couple a une histoire individuelle avec ses ex, etc. Et donc après, on est un peu parti sur des chemins séparés, Lucie et moi, où on a travaillé avec chacun des autres actrices, acteurs qui incarnaient les personnages. Voilà. Sachant qu'ils doivent recoucher avec leurs ex, on a tous les actes sexuels. La question, c'était comment on allait représenter ça. Parce que c'est du code, parce qu'au cinéma, dans beaucoup de films, il y a beaucoup de relations sexuelles qui sont mises en image, souvent un peu de manière... il y a quelque chose un peu très codé là-dedans, en fait. Et donc, c'était ça, de questionner ça, comment on va faire autrement, comment on s'amuse. Il y a un côté ludique qu'on cherche à avoir là-dedans, et on va essayer de s'amuser à montrer ça autrement, à montrer peut-être la sensualité, la volupté de manière décalée, de manière visuelle, de manière chorégraphiée. On a travaillé avec un chorégraphe, Denis Robert, qui nous a beaucoup aidé pour mettre en mouvement les acteurs, avec des danseurs qui nous ont aidés aussi à composer les mouvements. C'était un enjeu tout à fait particulier, puisqu'il s'agissait d'inventer donc des manières de styliser, de métaphoriser les actes sexuels, puisque Anne Héra ne voulait pas représenter directement ça, ou que les séquences de coït, non mais de sexualité et la même tonalité que le reste du film, ou soit pas réaliste. Enfin, après, le reste du film n'est pas non plus ultra réaliste, mais voilà. Et donc, ça a été un gros pan du travail qui a impliqué justement aussi beaucoup tous les autres acteurs, puisqu'en fait, c'est que des scènes où on a les ex, donc en fait, tous les acteurs qui ont des seconds rôles sont impliqués là-dedans. Et là, on a travaillé avec un chorégraphe qui s'appelle Denis Robert, qui est un danseur chorégraphe bruxellois. Et là, on a cherché à inventer des formes qui seraient ludiques, qui seraient une manière de montrer, d'illustrer ou de métaphoriser les actes sexuels, sans les montrer, mais en montrant quelque chose qui avait plus à voir avec le type de rapport affectif que chacun entretenait avec ses ex lors de l'acte sexuel. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. C'est vraiment quelque chose où c'est un peu une forme aussi de réflexion sur ce qui est sur la représentation. C'est-à-dire que, voilà, comme on dit plus trivialement dans Une vie d'aimante, le banquier de toute façon ce sera toujours un acteur avec l'arrêt sur le côté avec une petite chemise à carreaux. Et là, les lignes de la chemise du banquier, en fait, on la met sur tout le monde et sur le décor et on renverse comme ça un code. Vous disiez la sexualité, l'intimité, en fait, c'est compliqué de complètement les donner. Et du coup, on entre dans la fiction beaucoup dans la représentation du sexe. C'est un peu comme les accouchements aussi, donc la représentation de l'accouchement, mais c'est un peu des images codées qui sont censées représenter le sexe, ou sont censées représenter l'accouchement, alors que n'importe qui, alors que dans le vécu de la sexualité, dans le vécu de l'accouchement, c'est pas du tout ce qu'on voit. Mais c'est une forme de langage codé du cinéma. Et d'ailleurs, on avait beaucoup plus de moments sexuels que ça, on a dû faire une sélection, mais c'est vrai que ça a été avec le chorégraphe, avec Denis Robert, ça a vraiment été un travail de se dire, bon bah là ça va être du sexe un peu plus comme ça, et puis là on va être dans un truc où la chose reste extrêmement ludique et ne sort jamais du ludique. Ce qui nous inspirait, c'était des plasticiens ou des photographes, ou des Jimmy DeSana notamment, un photographe qui nous a beaucoup inspiré. Et donc d'essayer comme ça de trouver des choses autour de nous, d'artistes qui nous inspirent pour chaque ex trouver une bonne formule, quoi. Ah ouais, t'écris en anglais, Tariq? Bah oui, vu qu'on se parle anglais, je vais écrire en anglais. Ah ouais. C'est pour voir comment tu fais, tu vois, pour m'inspirer peut-être. Avant de faire rentrer les comédiens dans la danse, on a quand même besoin d'avoir un récit qui fonctionne. C'est-à-dire qu'on a déjà vécu des projets où on n'a jamais réussi à charpenter le récit correctement et les projets se sont cassés la figure. Donc on sait que tant qu'on n'a pas un récit qui est bien charpenté, qui a ses bons retournements, qui a ses bonnes charnières, on ne va pas faire venir les acteurs parce qu'on risque de... Enfin voilà, on n'a pas envie de les entraîner dans l'éventuel échec du projet si on n'est pas encore sûr. Mais une fois qu'on a ça, donc une fois qu'on a notre chemin de fer et qu'on est content du squelette du récit, on les fait venir et puis on teste des scènes avec eux pour les observer ensemble, pour observer comment leur couple existe un peu spontanément. Et ensuite, on va s'appuyer un petit peu sur le naturel de leur relation pour réécrire ou pour enrichir. Et puis comme on ne fixe pas les dialogues, c'est important pour nous qu'ils soient toujours au présent et qu'ils soient toujours en train de se répondre précisément à ce que l'autre a dit. Enfin, on a vraiment le parcours de la scène, mais eux, ils arrivent et ils sont dans une espèce d'exercice de simulation de la situation comme ça. C'est un peu de la pseudo-constellation familiale. Mais... Et donc,
on s'appuie aussi parfois sur ce qui va naturellement jaillir. Parfois, on va se dire « Ah bah oui, dans cette situation, il peut aussi se passer ça ». Et donc, du coup, c'est quand même un espace de recherche, ces répétitions, où on peut réaxer parfois les choses. C'est comme si on collaborait en improvisation à l'écriture du scénario. Voilà. Et est-ce que c'est déstabilisant? Moi, ça dépend des actes. Moi, j'ai beaucoup aimé faire ça parce que j'aime beaucoup l'improvisation. Mais non, c'est plutôt au contraire très, très agréable, quoi, parce qu'on a énormément de temps, parce qu'on est longtemps en avance, donc il n'y a vraiment aucune pression. Je pense que quand on a commencé à répéter, de toute façon, on ne savait même pas si le film allait vraiment se faire. Donc voilà, c'était vraiment plutôt pour qu'ils avancent dans l'écriture. Et donc il y a un truc très détendu, très drôle, très amusant à faire. Bah, on a un pré-film, quoi. Leur méthode, c'est de produire un brouillon, c'est de créer un brouillon du film. Donc il y a une espèce de maquette. Il y avait une espèce de maquette qui durait plus de 2 heures. Et là-dedans, à partir de là, ça précise le script. Et même si les dialogues ne sont pas écrits, on sait à quoi ils sont attachés et qu'est-ce qu'ils ont repris des improvisations et qu'ils nous demandent de conserver. Can I sleep with you? C'est ça que t'écris? Ça veut dire, est-ce que je peux coucher avec toi? Bah oui. Ah ouais. Non mais hyper direct. Attends, mais t'es sûr que... Non mais ça dépend de qui, c'est pour ça que je t'expliquais que ça dépend de la D'accord, relation que tu as eue avec la personne, non? d'accord, ok. Non mais Au revoir, génial, on non, va mais voir ce qu'il super. va me Enfin, moi, répondre, On a vraiment comme un truc, C'est comme ça, un en fait, le croquis. brouillon, en fait, on le cadre, enfin, on n'est que 2 à gérer tout. Il n'y a pas de technicien, en fait. Donc on filme tout, on prend le son, on monte, mais on fait tout nous-mêmes. Donc c'est vraiment très brouillon, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a rien. Et ensuite, il y a une vraie équipe. Même si sur une évidemment c'était une équipe très légère, c'était quand même, il y avait un chef-op, c'est une image qui n'a rien à voir. Bah moi je vais appeler Céline de toute façon, moi ça va aller vite. Hein. Ça sonne. Ce qui est vraiment intéressant, par contre, d'avoir ce brouillon, c'est comme en fait nos répétitions, on les met à contribution une 20aine de fois entre le début du travail et le tournage. Mais nous, on a besoin de gros espaces entre 2 sessions de répétition parce qu'on doit, on filme, on répète, Raphaël les monte. Ensuite, on regarde ensemble, on explore, on analyse, on voit ce qui marche pas, et on réécrit. Donc on a un peu besoin de temps entre 2 salles de répétition. Il s'appuie beaucoup sur notre manière de parler, je pense, et nos manières de réfléchir respectives. Enfin voilà, et il trouve des choses qui viennent comme ça, qui donnent du concret aux personnages, qui ça viennent vraiment de nous. Ouais. Oui, salut Céline, c'est Rémi. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, ni vu, ni entendu, ni rien. Je te téléphone parce que, j'aurais une sorte de service à te demander, un service assez personnel. Je fais vite sur le message parce que pour que ce soit trop long, mais donc il faudrait que toi et moi on recouche ensemble par rapport... Putain, ça a coupé là. Franchement, tant mieux. Non mais le carnage là, ça va pas du tout. Enfin, non, oh là là. Je pense que tout progresse, c'est-à-dire qu'au tournage, il n'y a pas seulement la lumière et les costumes, c'est aussi qu'on a tous progressé, et les interprètes, et nous, dans notre appréhension du récit. Donc du coup, je pense que le brouillon est quand même moins bien, mais c'est rigolo. Sur une vie démente, le chef électro, je me souviens, il a vu le brouillon, il a fait « mais on va faire quoi ?» Ah non, si, il disait « mais c'est bien, allez, c'est bon, sortez le film ». Enfin, il était rigolo. Ensuite, c'était très humble de sa part, parce qu'une fois qu'il était là avec le chef-op, l'équimage, ça changeait énormément. Mais il disait, mais lui, il trouvait qu'il y avait... Et c'est vrai qu'il y a des fulgurances de jeu qu'on a eues dans le brouillon, qu'on n'a pas réussi à reproduire au tournage, mais en fait, les fulgurances sont juste pas au même endroit, et puis il faut avoir confiance, et puis il faut pas absolument chercher à ce que la fulgurance revienne, parce que ça marche pas dans la vie. Et il y a déjà beaucoup d'émotions dans ces brouillons, parce qu'en fait, avec les acteurs, on s'est vus pendant un certain temps, et donc le montage final avant le tournage qu'on montre à toute l'équipe technique, il y a parfois 4, 5, 6 répétitions de la même scène qu'on a faites et refaites. Donc il y a déjà quelque chose qui est assez puissant, et il y a de l'émotion, et quelque chose qui passe vraiment. C'est un projet qu'on a nourri, enfin, on avance en le précisant, en le nourrissant, en l'enrichissant, mais je pense qu'il correspond quand même à l'impulsion, le désir de projet qu'on avait au départ. Ah, c'était pas clair. Bah, même pas du tout. Ah merde. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi est-ce que t'as pas raccroché? Mais je sais pas, je pensais que ça allait être simple à expliquer, c'est pas simple. Bah, évidemment que c'est pas simple, mais enfin... Quand on a commencé à démarrer, le personnage de Rémi était assez peu, en tout cas dans ce qu'ils m'ont transmis, je ne sais pas comment c'est dans leur tête, mais le personnage était assez peu déterminé, donc en fait c'était vraiment juste moi dans des situations qui n'étaient pas les miennes. On est tellement embarqué et impliqué tôt, alors que le personnage n'est pas encore très arrêté, qu'en fait ça se confond vraiment. Et au bout d'un moment, et justement je pense à peu près assez peu de temps avant le tournage, je pense que Lucie comme moi, on a eu la sensation que ça y est, les personnages ils étaient là, mais on ne les avait pas vus arriver, quoi. Parce qu'au début, c'était vraiment juste nous qui faisions des impros, quoi. Il a déjà répondu?
Le Tarek, là? Ouais. Il dit quoi, lui? Yes, ok, comme... Yes, ok, comme. Ouais. Ah ouais, hyper open, quoi. Rémi, il est très fragile, il a ces injonctions patriarcales, masculines sur le dos, qui montrent beaucoup, en fait. Et c'est touchant, c'est drôle, il est même parfois un peu clownesque dans sa manière d'être, et on s'est beaucoup amusé avec ce personnage, un burlesque, on va dire, plutôt. Moi, ce qui me touche, en fait, dans leur aventure à tous les deux, c'est que quelque part, ils ont été traversés par cette expérience. Et j'espère qu'ils se sont réconciliés avec qui ils sont chacun. Et que la vie qu'on a eue, enfin, je vois Rémi qui est complexé, alors qu'il a eu dans son passé amoureux que des personnes qui sont super, qui sont solaires, qui tiennent à lui, je me dis, bon, franchement, on quoi rêver de mieux. Tu vois, il y a un truc comme ça, et je me dis... De réconciliation avec soi. Ouais, avec soi, et puis même Sandra, qui a eu cette espèce de vie aventurière et curieuse, et tous ces hommes qui ont tous l'air charmants dans cette grande ronde des ex. Et, enfin, voilà, on se dit toujours, chacun est un... Enfin, on se dit, le film parle aussi de comment on est sexuellement, mais pas seulement l'orientation sexuelle, mais aussi le comment sexuel, quoi. Comment est-ce qu'on est amené à être sensuellement touché par les gens, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que ça arrive, en fait, quand deux personnes se touchent, quel chemin chacun a pris pour avoir envie de ça, ou... Donc voilà, j'espère que Rémi et Sandra sont en paix avec qui ils sont sensuellement. Mais ça veut dire quoi, t'as des doutes? Ça veut dire... Toi, tout va bien. Tout est normal et tout est limpide et tout est évident. Je t'ai pas demandé d'arrêter de m'aimer en faisant ça, tu vois. Comme nous, on se connaissait pas dans le travail, Lucie et moi, avant de travailler avec Anne et Raph, donc c'était ça qui était le plus nourrissant, c'était d'avoir le temps de créer une espèce de relation assez profonde entre partenaires et qui nous permettait de donner corps à la relation des personnages. C'est un moment de grande mobilisation, le tournage. Ouais. Même si les acteurs disent souvent, c'est marrant, vos tournages, c'est juste comme une phase de répétition ultime. Parce que ils ont déjà tout fait. Et puis dans les décors, et puis enfin, donc en fait c'est comme une énième couche de répétition, sauf que là ça se passe tout en 7 semaines d'affilée, qu'il y a toute la concentration nécessaire pour que tout le monde... Voilà, c'est toujours un peu miraculeux un tournage. On se dit waouh, tout le monde a réussi à se concentrer en même temps. T'as réfléchi depuis la dernière fois à un autre... Bah oui, j'ai réfléchi, oui, c'est pas comme si ça pouvait sortir de mon esprit comme ça. Et donc? J'en ai parlé à Manu, T'en as parlé à Manu? Oui, j'en ai parlé à Manu. Tu t'es dit que c'était le truc à faire? Bah oui, je me suis dit D'accord. que... Non, d'accord. Je me suis dit que c'était mon mari, que c'était le truc à faire. D'accord, il a dit quoi? De lui parler. On a su plus tôt qu'on voulait travailler avec Lazare Gousseau pour le personnage de Rémi. Ouais. Et ensuite, ensuite, ce projet n'était pas du tout encore entré en développement. Donc on était en train de développer l'écriture, mais il n'était pas du tout rentré en production encore. Du coup, on laissait un peu flotter pour le personnage féminin. Et puis ensuite, on a travaillé sur Lucie, sur évidemment. Et puis on a fait non, mais en fait, voilà. En fait, la question n'existe plus. C'était évident qu'il fallait qu'on continue de bosser avec Lucie. On avait encore des choses à faire. Et... Lazare, on l'a vu dans un film. C'était dans le film de Rachel Lang, Baden-Baden. On ne l'avait pas vu au théâtre ou même dans ses travaux personnels, on ne l'avait pas vu du tout. On l'avait juste vu dans ce film-là et on l'a trouvé super. Ouais, il joue un employé du Brico. Ouais, et il est hyper drôle. Et il a un rôle, et puis il a quelque chose de très décalé, très atypique pour un acteur de cinéma. À l'époque où on s'est rencontrés, ils n'avaient pas encore fait leur premier long métrage, ils étaient encore en train de faire un cours parce qu'on s'est rencontrés pour un casting sur le syndrome des amours passés, mais en septembre 2018, donc vous voyez, il y a presque 5 ans. À l'époque où ils pensaient peut-être pouvoir faire ce projet qui était à la base un projet de long métrage, où ils pensaient peut-être le faire en court métrage, moyen métrage. Ils m'ont retenu pour le rôle de Rémi, tout en me disant qu'en fait ils n'allaient pas le faire en court métrage et que donc on verrait quand est-ce qu'on ferait ça. Et entre-temps ils ont fait Une vie d'aimante, puis un autre moyen métrage, donc ça a pris beaucoup de temps. Et nous on cherchait quelqu'un qui allait très facilement partager les fragilités viriles, toutes ces choses-là. Et donc, il fallait quelqu'un qui soit aussi libre avec ça et très, très à l'aise avec le fait que c'est pas toujours facile d'être un homme. Et du coup, il était tout à fait... on se disait, mais il est parfait parce qu'en fait, on peut très bien avec lui parler de ça. Il ne va pas lui-même bloquer ça chez son personnage. En fait, tu sais, avec Manu, il y a un passif autour de toi. Ah bon? Oui. Comment ça? Bah, je sais pas, il sentait un truc, il disait Rémi, je le sens pas, est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu... Il me dit, t'es sûr, il y a un truc bizarre avec ce mec. Mais quoi, un truc bizarre de quoi? Et moi, chaque fois, je lui disais, Manu, oh,
Et nous, on n'imaginait pas que Rémi est un personnage chauve, par exemple. Mais c'est lui qui a... Parce que c'était Lazare, il nous dit, ah bah tiens, il y a ce truc de la calvitie, on peut jouer avec aussi. Et on a commencé à imaginer des trucs sur son complexe il ne veut pas revoir son ex parce que maintenant il n'a plus de cheveux. Oui. Et... Ouais, bah ensuite, on s'appuie de façon... On essaie toujours que le scénario vienne vraiment s'ajuster aux interprètes qu'on a, quoi. Mais Lazare était tout à fait ouvert à parler de ça. Enfin, lui, il n'avait aucun problème d'évoquer ça, de jouer avec ça, d'en rire. On ne pourrait pas dire, tiens, on prend un autre grand chauve et il remplace Lazare. Ça, c'est pas possible. Parce que ça va être ça fait un moment qu'on travaille avec Lazare, du coup il y a son empreinte dans le scénario. Autour de lui en fait, de qui il est, de comment il habite le personnage et voilà, et ce serait... Et puis on s'appuie aussi sur son tempérament, c'est-à-dire que c'est Rémi, c'est la rencontre entre notre univers et notre récit, et puis la personnalité de Lazare. Je dois leur rendre grâce de ça parce que justement, Lucie et moi, enfin surtout moi d'ailleurs, je suis toujours pas un acteur, enfin voilà, en tout cas j'étais pas repéré, ils se sont battus à Neraf pour que ce soit nous, quoi, voilà. Et ça ils n'ont pas lâché et ça fait plaisir. Ça fait des années, chaque fois, après chaque réunion de Noël, on s'engueule. Je dis non mais Manu, c'est hallucinant en fait. Je dis c'est hallucinant les films que tu peux te faire. Je disais en fait, t'es un malade mental, t'as une perversité Manu. Oh non, là tu vas je disais ça pour, tu vois, parce qu'à la fin j'avais envie qu'il me lâche, tu vois. Donc en fait, il faut que t'ailles te faire soigner Manu. Tu lui as dit ça? Oui. Bah, c'est normal qu'au moment où tu lui dis qu'il avait raison, il pense que ah putain. Inutile de te dire qu'il n'est pas d'accord. Ouais, bah, oui. On n'avait jamais mis en scène des relations de fratrie. Ouais. Et c'était un peu... du coup, pour nous, c'était nouveau. Ouais, et on s'est bien amusé avec ça. Et donc, la sœur de Sandra et la fausse sœur de Rémi, c'est des relations de fratrie fortes, quoi. C'est aussi passionnel. Elles sont aussi passionnelles, ces relations-là, dans le film. Et Nora Hamzaoui était très dans ce rôle où elle a justement... elle doit amener des notions assez féministes sur comment Rémi se comporte dans sa nouvelle vie de super lover, là. Elle est hyper drôle parce qu'elle est elle-même, elle réfléchit beaucoup à ces questions, donc elle a plein de... Elle répond au tac au tac, quoi. Je veux dire, elle y allait. On sent que ces questionnements-là ne sont pas loin chez elle, quoi. Il ne faut pas tirer très loin pour que toute l'ébullition soit là. Et en gros, c'est pire qu'il n'est pas d'accord parce qu'il a dit moi, tout le monde sauf Rémi. Quoi, tout le monde sauf Rémi? Je peux coucher avec qui je veux, sauf toi, quoi. Il t'a dit que toi, tu pouvais coucher avec qui tu voulais? C'est dégueulasse. Hein. Sauf moi? Ah ouais, c'est dégueulasse. J'ai été tellement blessée. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est une comédie dans laquelle, au fur et à mesure, s'insinue une forme de gravité. Je pense en tout cas que la comédie est toujours un bon moyen d'amadouer le spectateur. Mais toi, qu'est-ce que tu trouves dégueulasse dans ça? Parce que je suis pas sûre qu'on parle de la même chose là. Qu'ils te disent que tu peux coucher avec qui tu veux sauf moi. Non, mais c'est pas la sauf toi, on s'en fout, c'est la première partie qui est dégueulasse. Ah bon? Si tu peux coucher avec qui évidemment, tu veux, bien sûr dégueulasse. aussi. Ça va ensemble, et c'est un sauf tout. toi, c'est pas dégueulasse, c'est un tout, c'est un ensemble. C'est différent, c'est con. Le rire est quelque chose qui ouvre quand même vers l'autre parce que c'est finalement une espèce de mouvement du diaphragme et des zygomatiques, c'est quand même une manière de s'exposer à l'autre. Donc faire rire les gens, c'est effectivement, enfin, je pense que la Neraf ont effectivement cette intention qui est forcément destinée à toucher le spectateur. J'ai quand même trouvé que c'était très amusant de faire une comédie romantique à la période où on l'a tournée. Enfin, on était quand même vraiment en pleine sortie de pandémie. On a quand même eu des répétitions annulées, décalées à cause du Covid encore. Hein, donc c'est encore, on a fait la promo décalée avec une vie démente, et là c'était vraiment, c'était encore dedans, et de faire une comédie romantique à ce moment-là, voilà, malgré tous les gros sujets que ça vient drainer, il y avait quelque chose de très agréable d'arriver avec ça. Il y a quelque chose où on peut sortir un peu vibrant comme ça. On est à Noël, c'est toi qui viens là, t'étais supposé faire des cadeaux, t'as coutume de baiser. Est-ce que c'est que le côté humour comédie, voilà, que les gens vont retenir? Est-ce qu'ils vont quand même être émus par ce qui arrive à ce couple? Ça a beau être un postulat de départ très loufoque, finalement il vient quand même interroger les gens de façon assez intime dans leur vécu, parce que bon, voilà, l'amour étant un sentiment très fort et très complexe,
on a tous été aux prises avec les douleurs de Rémi ou de Sandra à un moment ou à un autre. Donc moi, c'est ça qui me touche le plus, c'est de sentir en fait qu'avec un truc qui est amené comme une espèce de grosse boutade, des gens sont là, mais c'est mon intimité en fait. Et c'est ça, quand on était au Brief à Bruxelles, le festival, on a présenté le film, il y avait pas mal de gens dans la salle et après, peut-être 1h30 après le film, il y avait le chef d'écho avec qui on discutait, Julien Dubourg, qui nous dit « Mais regardez, je passe de petit groupe en petit groupe, les gens n'arrêtent pas de parler de leurs ex, de leur couple, de leur… » Il dit « Mais c'est génial, c'est super chouette. » Et c'est vrai que ça, c'est vraiment marrant, quoi. Moi, c'est le truc qui m'a le plus marqué, c'est ouais, c'est vraiment ça, c'est les retours de gens qui se sentent à un endroit convoqués dans leur propre existence par un élément du film et du coup qui peuvent vraiment faire le lien entre la fiction et la vie. Voilà.